Je m'appelle Rodolphe Marer, je suis chargé de cours à l'Université de Lausanne en linguistique française et j'anime à Paris à l'ITEM un séminaire consacré à la génétique éditoriale dont je suis venu vous parler ce soir. J'interviens dans ce séminaire sans avoir la chance de le suivre dans le cours de l'année, donc je suspecte, j'envisage parfaitement la possibilité de ne pas être totalement pertinent. Donc n'hésitez pas, je vais vous faire une présentation générale de ce qu'on appelle la génétique éditoriale, une appellation relativement récente, en cours de gestation. Donc c'est d'un travail, d'une réflexion en cours que je vais vous faire état. Une réflexion qui est celle donc, du groupe Manuscrits linguistique cognition de l'ITEM, qui est un peu l'équipe historique des linguistes qui s'attachent à décrire la génétique des textes. Et qui travaille sur un pan un petit peu délaissé jusque-là, pour des raisons qu'on va aborder, de l'histoire des textes, de l'histoire génétique des textes. Donc voilà, réflexion en cours, réflexion, j'aurais dû vous laisser le titre, donc un peu incoative, et si vous avez l'envie de m'interrompre, ce sera avec plaisir qu'on lancera la discussion. Donc, un champ de recherche ouvert par la philologie numérique. Je ne suis pas informaticien, je suis linguiste, spécialiste de linguistique de l'énonciation et de linguistique textuelle, mais j'ai rencontré le traitement numérique, les logiciels d'alignement et Jean-Gabriel Ganassia à l'occasion de cette édition de Ramu, qui est un grand réécrivain et qui nous posait de sérieux problèmes dans le cadre d'une édition critique qui, comme le veut la tradition, veut donner à lire toutes les versions des textes qu'on publie. Sauf qu'on n'avait pas réalisé avec Ramu, comme on le réalise avec Balzac, que prétendre à l'exhaustivité, c'est mettre le doigt ici dans un engrenage et dans une ambition assez difficile à assumer. Alors, l'esprit de la génétique éditoriale me paraît idéalement résumé par cette phrase de Jean Pétard qui en rappelle une autre d'Erasme, quelques siècles avant. « Rien n'est jamais définitivement dit tant que le temps est devant soi, donné comme espérance au locuteur. » Je vous laisse méditer ça dans l'attente d'en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle génétique éditoriale. Alors vous savez évidemment que la critique génétique est une science du langage développée en France dans les années 60, dont l'objet est d'une certaine manière le texte, et en particulier les textes écrits, parce qu'en linguistique on considère qu'il y a aussi les textes oraux, mais qu'elle envisage non pas comme des produits, comme des écrits, mais comme des processus, c'est-à-dire comme des productions. Toute la question étant de savoir pour moi linguiste en tout cas, dans quelle mesure la linguistique, en particulier la linguistique de l'énonciation, est à même de rendre compte d'autre chose que de produits. Alors, on peut distinguer différentes manières d'étudier les processus d'écriture que la génétique textuelle appelle processus scripturaux. On peut, premièrement, par exemple, observer l'élaboration d'un discours écrit en temps réel, ou on peut aussi le faire en temps enregistré. Alors, on fait ça avec des logiciels espions qui capturent les mouvements de votre souris et les mouvements de votre curseur durant la rédaction d'un texte, par exemple. On fait ça avec des dispositifs qu'on appelle eye and pen, qui filment les mouvements de votre plume, ainsi que les mouvements oculaires. Voilà, c'est ce qu'on appelle des dispositifs d'observation, soit en l'occurrence en temps enregistré, et puis on peut aussi le faire en temps réel, en saisissant sur le vif, en observant sur le vif des phénomènes d'écriture. Ça, c'est une manière d'étudier les processus. On peut aussi étudier les processus à partir des traces que laissent ces processus, selon les technologies qu'on emploie. Alors, c'est l'âge d'or de la génétique, est le fin 18e, 19e siècle, 20e siècle pour une grande partie, parce que précisément les technologies d'écriture utilisées à cette période-là laissent des traces. Et la génétique, disons que dans son ambition originelle, a été assez largement une génétique du manuscrit, s'attachant à décrire la sémiotique manuscrite. Et donc, c'est une démarche particulière, j'insiste sur le mot de trace. Les opérations scripturales,
quand elle recourt, par exemple, à une plume utilisée, donc à un apport d'encre sur un support de papier, laisse des traces spécifiques à la sémiotique du manuscrit, que sont les ratures, et à partir desquelles on peut inférer des processus. Une autre manière d'essayer d'abduire à partir de traces des processus. Une autre manière encore, c'est de se baser sur le témoignage des scripteurs eux-mêmes, sur leurs pratiques. Bon, on a fait ça pendant très longtemps. Comment écrivez-vous? À quel endroit? Est-ce que vous écrivez au café? Est-ce que vous faites des brouillons? Est-ce que vous faites des plans? Est-ce que vous faites des esquisses? Est-ce que vous rédigez directement? Etc. Alors, quand on travaille par cette méthode-là, qui est tout à fait passionnante, dans la revue Genesis, vous avez toujours, donc, qui est la revue phare en France de critique génétique, vous avez toujours une section témoignages où précisément on interroge des scripteurs sur leur pratique d'écriture. Quand vous faites ça, vous travaillez davantage sur l'imaginaire de la création que sur cette création et ses processus scripturaux eux-mêmes. C'est tout à fait intéressant de travailler sur l'imaginaire de la création. Mais c'est souvent à ça qu'on a affaire quand on demande aux scripteurs de témoigner de leurs pratiques. C'est plutôt leur image de ces pratiques qu'ils attestent. On peut enfin, et ça sera notre cas avec la génétique éditoriale, on peut tenter d'inférer des processus à partir des résultats de ces processus uniquement. On n'a plus de traces, on n'a plus d'observation directe de la dynamique même du geste d'écriture, mais on a son produit, un texte qu'on jugera plus ou moins achevé, qui présente différents états, éventuellement, et dont on essaye, en comparant ces différents états, d'inférer les processus qui nous ont permis de passer d'un état à un autre. J'ai mentionné, à propos de la deuxième méthode qui consiste à travailler sur des traces, le cas de la plume et du papier. Aujourd'hui, le cas emblématique et qui retient une partie des généticiens, c'est le disque dur et le clavier, plutôt. Là, on a des outils, notamment des outils développés par les sciences forensiques, qui permettent de générer ou de faire ressortir des traces. Et donc, dans un premier temps, les généticiens ont cru que leur discipline allait mourir avec l'informatique, parce que les traces disparaîtraient. Aujourd'hui, on est dans une phase où on pense plutôt qu'elle va mourir par asphyxie, tant les traces sont stockées, sont gigantesques. J'ai vu récemment une conférence d'un ingénieur en sciences forensiques qui nous disait combien de strates d'écriture il arrivait à sortir assez simplement d'un disque dur, alors que le scripteur n'avait pas recouru spécialement à des fonctions de sauvegarde automatique. C'était vertigineux. Là, on a l'impression qu'on a tellement de photographies qu'on va pouvoir reconstituer le film. Même si c'est à chaque fois des états auxquels on a affaire, on a l'impression qu'on va pouvoir, comme à l'origine de la photographie, faire bouger, avoir directement accès au processus, tant le nombre de clichés est important. Voilà. Alors, quelle que soit la méthode utilisée, l'idée, l'ambition de la génétique comprise comme étude des processus d'écriture, c'est de récolter suffisamment de documents et d'observations pour pouvoir caractériser les parcours de la création en termes d'habitudes scripturales, en termes d'opérations linguistiques de réécriture, en termes de processus cognitifs peut-être, ou aussi, c'est un aspect de la génétique qui se développe actuellement, en caractérisant les produits de la préparation écrite, description textuelle des plans d'un auteur. Ramu fait des plans, par exemple. On s'est jusque-là refusé, pour ainsi dire, à considérer que ces plans étaient des textes, puisqu'ils en préparent d'autres. Et qu'on se disait qu'à l'égal d'une recette de cuisine qui n'est pas un plat, un plan n'est pas un texte. Aujourd'hui, à Lausanne en particulier, on prend l'approche méthodologique inverse en disant que les recettes de cuisine sont étudiées par Greimas, par exemple, depuis une cinquantaine d'années, enfin, à partir de Greimas. On peut fort bien décrire la textualité d'un plan, d'un brouillon, d'un scénario, d'une esquisse, d'une liste, et tâcher d'en dégager les propriétés discursives. Donc c'est aussi une manière d'étudier les processus d'écriture. Voilà. Alors quand on a réuni suffisamment d'observations, quand il a suffisamment réuni d'observations, le généticien propose, je vous en ai mis un exemple ici,
de déployer le temps de l'écriture en phase. Je propose ce genre de schématisme. Celui-ci est emprunté à Le Brave 2009. J'ai des références bibliographiques à la fin du diaporama. Alors, ces phases se caractérisent par le recours à certaines technologies de l'écriture. À quel moment on utilise son ordinateur, par exemple. Elles se caractérisent par des aspects de l'activité discursive préparée. Dans un premier temps, on ne va pas travailler à préparer l'expression, mais plutôt le contenu ou l'organisation, etc. Ou alors d'emblée, on va travailler dans l'expression, selon les profils génétiques. Ces phases peuvent se caractériser aussi par des propriétés de l'activité préparante. C'est ce que je vous disais à propos des plans. Est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a des phases dans lesquelles on va faire des listes, des plans, des scénarios, des esquisses, etc. Alors, je vous propose de considérer d'un tout petit peu plus près la schématisation proposée par Jean-Louis Le Brave. Alors, vous voyez une première phase qui n'est pas légendée ici, qui correspond dans son propos à une gestation sans trace. Parce qu'évidemment, écrire, ce n'est pas... Si écrire, in fine, consiste à produire des traces, il y a une période d'élaboration, de gestation sans trace. À cette première phase succède un mouvement qu'il dit d'ajustement. Première phase, élaboration sans trace. Deuxième phase, premières élaborations écrites. Alors, typiquement, là qu'on aura affaire à, par exemple, des listes de personnages chez Ramu, qui régulièrement commencent, d'ailleurs comme à la manière des recettes de cuisine, commencent par faire des listes de personnages et de situations, avec des métiers éventuellement, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour la deuxième phase. Troisième phase que Jean-Louis Le Brave appelle d'ajustement, où là on a un travail sur précisément l'élaboration de l'expression, qui est la phase qui précède directement la publication originale du texte. La phase 4, qui succède à la publication originale, est décrite comme celle des transformations. On pourrait discuter de ces termes. Le suivant est tout à fait révélateur. Donc, phase 4, transformation d'un texte déjà édité. Et enfin, phase 5, phase d'altération. Terme non empreint d'une connotation que vous sentez bien, dès lors que pour le généticien, la genèse s'arrête avec la mort de l'auteur. Et que dès lors, l'histoire du texte continue, mais ce n'est plus un objet de la génétique. Si d'ailleurs cette histoire, si la genèse se poursuit, si le texte était modifié de manière non autorisée, et qu'il puisse faire ainsi l'objet d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle genèse, c'est qu'il aurait trouvé un nouvel auteur, disons. Et ce serait effectivement une nouvelle genèse qui commence. Alors, par rapport à ce schéma, et en première analyse, on peut dire que l'objet de la génétique éditoriale coïncide avec la phase 4 de la schématisation de Le Brave, celle des transformations effectuées par l'auteur après la mise en circulation du texte. C'était une citation de Le Brave. La phase des transformations effectuées par l'auteur après la mise en circulation du texte. Plus précisément, il s'agit du moment du devenir d'un texte écrit, alors que celui-ci sort de la sphère privée du scripteur pour entrer dans le circuit de sa publication. Je vous ai mis ça ici sous forme écrite. Donc cette entrée marque le passage d'une phase d'élaboration où on se représente en principe l'auteur seul à sa table, où on considère qu'en principe le scripteur est le garant unique de son texte, à une autre phase d'élaboration où les différents aspects de la production du livre sont assumés par divers acteurs. Des protes, des correcteurs, des relecteurs, des éditeurs, des typographes, des imprimeurs, des libraires. Dès lors qu'on sort, la genèse éditoriale, c'est l'entrée dans un processus collaboratif où l'intentionnalité de l'auteur se dissout ou négocie avec d'autres instances d'écriture. Alors, se pencher... alors, deuxième aspect de la présentation, c'est elle touche
Un aspect assez important pour la génétique de cet objet, c'est que, en réalité, l'objet de la génétique éditoriale fait un peu bouger la manière dont c'était théorisé jusque-là ou dont c'était conceptualisé jusque-là la génétique des textes. En particulier parce qu'elle affecte la frontière un peu native de la discipline germinale entre avant-texte et texte. En se donnant pour objet l'écriture plutôt que l'écrit, la critique génétique a favorisé le travail sur les documents préparatoires, et principalement manuscrits, je vous le disais, qui portent les traces de la génération. Et vous savez peut-être qu'elle a appelé cet ensemble de documents préparatoires soit avant-texte, soit dossier génétique. Chez Grésillon, par exemple, préfère parler de dossier génétique. On doit à Jean Belmanoël l'expression d'avant-texte qui est depuis passé quasiment dans le langage ordinaire. Donc, comme l'ensemble des documents préparatoires d'un texte, tel que le généticien a pu en réorganiser la chronologie. L'avant-texte, ce n'est pas une donnée brute, c'est le produit d'une organisation critique d'un matériau, d'une archive. Dans cette opposition entre l'avant-texte et le texte, le premier est conceptuellement toujours associé au domaine du processus. C'est là qu'on aurait des traces et un accès aux processus scripturaux. Et puis le deuxième, donc le texte, est associé au domaine du produit. Et une question clé, importante, structurante pour la génétique textuelle est de savoir comment on passe du domaine du processus au domaine du produit. À quel moment le processus, l'avant-texte devient texte. Ce qui est une manière assez erronée, problématique de poser la question, mais enfin elle s'est souvent posée comme ça. Et puis on y a répondu à cette question en disant que le geste qui permettait de passer de l'avant-texte au texte, c'était le bon à tirer. Bon, on voit à quel point la réflexion est conditionnée par le corpus littéraire qui est le sien, parce qu'on ne signe pas un bon à tirer chaque fois qu'on fait une lettre ou une liste de courses pour sa compagne. Mais enfin, c'est le concept qui est proposé comme fracture. Donc dans le schéma de Le Brave, la mise en circulation du texte, qui est la barre la plus épaisse, correspond au bon à tirer, en tout cas en contexte littéraire. Alors, par exemple, vous trouvez cette manière de penser le passage entre l'avant-texte et le texte comme le passage du produit au processus dans le « que sais-je » de Biasi. On va quitter progressivement, au fil des processus d'écriture, l'espace du manuscrit où tout est en droit encore possible, pour entrer dans une nouvelle dimension, celle de l'écrit, où l'intervention de l'auteur va devenir, sauf cas exceptionnel, de plus en plus ponctuelle. Toujours dans du même tonneau, rapporté à l'univers des manuscrits auxquels il s'oppose comme le réel au virtuel, l'achevé à l'inachevé, etc., le texte, d'un point de vue génétique, coïncide avec la publication imprimée qui fait passer l'écrit d'un statut autographique et privé à un statut allographique et public. Alors une telle représentation du domaine de la génétique revient à considérer comme exceptionnel le retour sur le métier d'un texte déjà publié. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une telle partition du champ n'encourage pas à interroger le redémarrage des processus par-delà le geste du bon à tirer. Donc, il y a une espèce d'angle mort de ce moment de la théorisation génétique qui, probablement aussi, pour légitimer la discipline, devait juste spécifier un objet, l'avant-texte, et qui l'a peut-être conduit à radicaliser une partition de cette manière, et en écartant le texte, à l'aide de ce geste éditorial, juridique, qui est le bon à tirer, et puis en créant une limite très, très tranchée. Pourtant, la pratique de la réécriture post-éditoriale est avérée. Elle se manifeste de trois manières hétérogènes et non exclusives. L'auteur revendique régulièrement, motive diversement, la correction d'une œuvre déjà parue. Là, donc on va dire, attention, ça c'est une version totalement révisée de la précédente, à tel point que c'est de l'inédit et que je peux peut-être négocier de nouveaux droits d'auteur. Bon. Ça, c'est une manière par laquelle on accède, on reçoit des informations sur la réécriture post-éditoriale.
Une autre manière, c'est qu'on découvre dans les archives privées de l'écrivain des documents de genèse attestant de la réélaboration superficielle ou profonde d'une œuvre déjà éditée. Alors ça, c'est la manière... Ah oui, je voulais amener aussi dans mon Barda suisse. C'est l'exemple type, c'est l'édition Furne corrigée. Donc on découvre... donc ça, c'est l'édition facsimilée des bibliophiles, où on découvre dans les archives privées de l'auteur des témoignages de l'intention, en l'occurrence c'est resté une intention, de modifier un texte déjà paru, peut-être pour le rééditer, peut-être pour son plaisir personnel, qu'en savons-nous finalement. Mais voilà une autre manière d'accéder. Donc la genèse éditoriale existe aussi dans les fonds privés. Ce n'est pas simplement un fait comme pourrait la suite de l'exposé va le laisser croire. Ce n'est pas quelque chose qui consiste seulement à comparer des textes publics et publiés. Et enfin, le troisième mode d'accès aux documents de la genèse éditoriale, c'est un mode d'accès que construit lui-même le critique en comparant plusieurs éditions d'une même œuvre et en y observant des variations. Elles sont, ces variations, le produit d'un processus de réécriture d'une œuvre déjà parue. Et on peut tenter d'inférer ou de construire un discours sur ces processus à partir de l'observation et de la comparaison de ces différentes éditions. Alors au fil du travail que nous avons mené avec l'équipe Manuscrit Linguistique Cognition, avec laquelle nous travaillons depuis 2012 sur des phénomènes de réécriture après édition, alors, on est passé de l'opinion que c'était un phénomène pas plus qu'exceptionnel, disons, à l'idée que c'est un phénomène très régulier. Et quels que soient les interlocuteurs que nous avons eus, les invités, les conférenciers que nous avons invités, on a le sentiment que, à toutes les époques de l'écriture, la réécriture après édition est récurrente, avec des modalités qui dépendent fortement des dispositifs technologiques. Donc on a à la Renaissance ou à l'époque pré-industrielle, Anne Reakengo est venue nous en parler, quasiment l'impossibilité même de traiter de génétique éditoriale tant le geste auctorial et éditorial sont confondus. Et avec des rééditions chaque fois que la presse redémarre, il y a eu des modifications qu'on peut aller apporter directement chez l'imprimeur, etc. Une période probablement de stabilisation des éditions qui nourrit probablement notre imaginaire éditorial qui voudrait qu'un texte édité ne bouge plus. Quand je vais dans ce qu'on appelle en Suisse les gymnases, c'est-à-dire les lycées, montrer que Ramu réécrit ses romans plusieurs fois après les avoir édités, les étudiants sont scandalisés. Ça va changer avec Internet, probablement. Mais aujourd'hui encore, on a cette idée qu'un texte publié, c'est un texte qu'on ne touche plus, c'est un texte immobilisé. Et c'est assez surprenant de voir leurs réactions réellement scandalisées. Les enseignants travaillent très régulièrement sous La Grande Peur de la montagne. Si vous connaissez un roman de Ramu, vous connaissez celui-là. Il en existe 3 versions, 2 circulent dans le commerce, une au Cahier Rouge, l'autre chez Mermot, et les fins sont très différentes. Et c'était très peu documenté jusqu'aux œuvres complètes récentes, donc les enseignants ne le savent pas. Les étudiants achètent l'une ou l'autre édition indifféremment, et puis ensuite ils disent « Mais monsieur, moi, c'est pas comme ça chez moi ». Et c'est très intéressant. Donc voilà, donc on a une période probablement à l'ère de la reproductibilité mécanisée des livres où ça se stabilise fortement. Et puis on a aujourd'hui à faire, sans aller jusqu'aux éditions en ligne, où là on peut donner cours à tous ces repentirs en temps réel quasiment. On trouve par exemple Duras réécrit Jan Andreas Steiner 3 fois, enfin réédite 3 fois à 6 semaines d'intervalle avec des modifications. Parce que les processus, avant c'était très coûteux de rééditer, aujourd'hui on peut le faire plus facilement. Et du coup, quand on a l'autorité de Marguerite Duras, on peut retourner chez l'éditeur et dire on réédite mais on modifie ça et ça. Et donc on a 3 éditions assez sensiblement variantes de ce texte à 6 semaines d'intervalle. Voilà, donc je pourrais faire une petite liste des grands réécrivains qu'on a rencontrés depuis qu'on fait ce travail. Qu'est-ce que j'ai noté ? Erasme, La Bruyère, Molière, Flaubert, Claudel, Ramu, Sandrard, Césaire, Duras, Genet. Et je n'ai pas donné Balzac parce que je vous en parlais tout à l'heure, qui est peut-être le maître d'entre eux. Alors,
Je vais plutôt illustrer ce phénomène ou cette pratique par l'auteur que je connais le mieux, pour vous donner à voir ici ce qu'on a trouvé quand on a eu accès au fonds d'archives privées de Ramu à partir de 2001, au moment de préparer les œuvres complètes et la publication de ses romans à la Pléiade. On savait déjà que Ramu réécrivait. On le savait pour deux raisons. Il a de son vivant préparé ses œuvres complètes en 1940-1941 chez son éditeur mécène Henri-Louis Mermont à Lausanne. Et à cette occasion, il a largement documenté et témoigné de la difficulté de réécrire. Il a réécrit en 30 volumes ses œuvres principales et il y a passé 2 ans. Et il en remplit des pages dans son journal en disant à quel point c'est difficile de se revivre à la fin de sa vie, etc. Bon. Donc on savait qu'il avait réécrit à ce moment-là assez systématiquement ses œuvres. Puis on savait aussi que dès qu'il est sous contrat avec Grasset à partir de 1917, il avait réécrit une partie des œuvres publiées précédemment pour la Suisse. Et on imaginait bien sûr qu'il s'agissait pour lui d'adapter au public français des œuvres qui avaient été écrites en Suisse. Cette idée, autant on le dire tout de suite, est tout à fait nulle et mauvaise, mais elle est très intuitive. Et on ne l'a pas critiquée. Bon, elle va très bien avec le personnage, hein, dont on pense. On met toutes les particularités de la langue de Ramu sont considérées comme des vaudoiseries par les Suisses eux-mêmes, alors qu'elles le sont très rarement. Donc c'était clair que s'il avait réécrit ses textes pour Grasset, c'était pour les franciser. Aujourd'hui, on sait que... Bon, ça c'était bon. Ne nous sommes pas sur cette pente-là. Donc on savait, ces choses-là étaient documentées, réécriture pour les œuvres complètes, réécriture pour Grasset. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en réalité, Ramu a réécrit chaque fois qu'il avait l'occasion de rééditer une œuvre, il la réécrivait. Donc on a trouvé des tas de ce qu'on appelle les livres corrigés. Donc il utilisait des éditions préalables comme un brouillon pour les modifier à l'image de celle-ci ou à l'image de celle-là. Je vois dans le ciel précisément une réécriture pour Grasset. Alors, au moment de... Ça, c'est pour vous donner un petit aperçu d'ensemble. Donc, tableau récapitulatif de la genèse éditoriale des romans de cette Ramu. Ça ne concerne que les romans. Donc, il y en a 22. Sur 22 romans, bon, il y en a un qu'il a écrit trop tard, il n'a pas eu le temps de le réécrire, c'est le dernier. Tous les autres sont réécrits entre 2 et 7 fois. Autre phénomène. Alors, vous voyez la difficulté de faire des œuvres complètes de ce genre d'œuvres. Là, les variantes, enfin, vous savez ce qu'on appelle variantes, vous pouvez assez rapidement oublier. Pour une raison quantitative, mais même pour une raison technique, sur lesquelles je ne m'étends pas, mais si on choisissait, par exemple, ou je m'étends quand même un petit peu, d'éditer l'édition dite Névariétour, la dernière, on est bien en peine d'ancrer des variantes dans des passages qui ont disparu, par exemple, puisque Ramu, réécrivant, le plus souvent condense. Donc là, le problème, quand on a, autour de 2004 ou 2005, quand on a terminé ce panorama des genèses éditoriales romanesques chez Ramu, on a compris, Slatkin aussi, que soit il allait être ruiné, soit qu'il fallait trouver un autre dispositif que celui qu'on avait adopté pour les autres pans de l'œuvre, qui sont quand même nettement moins réécrits, comme par exemple ces nouvelles, assez réécrits aussi, mais moins, ou ces essais, qui le sont quand même nettement moins. Donc vous voyez sur ce tableau, un autre phénomène sur lequel je ne m'arrête pas, mais que je mentionne, c'est qu'en gras figurent les éditions qui servent de point de départ à la fameuse réécriture, à celle qui était vraiment connue, des œuvres complètes Mermont, de la colonne de droite 40-41. Et vous observez assez rapidement que jusqu'à la séparation des races, Ramu utilise la dernière édition pour préparer la version des œuvres complètes. À partir de 1923 et de Passage du poète, il utilise la première édition et non plus la dernière. Donc, bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est clair qu'en termes génétiques, c'est fondamental. Si on compare, comme on a fait jusque-là souvent, 29 et 41, pour Passage du poète, hein, je vous laisse prendre la ligne de Passage du poète, si on compare 29 et 41, on va... Bon, alors c'est une comparaison valide comme toute comparaison, hein, on va observer des variations entre ces deux textes, mais on ne pourra pas les commenter en termes de réécriture, hein, parce que 29 n'a pas servi de base de réécriture à 41. Et donc, tout ce qu'on va...
toute observation à partir d'une telle comparaison sera biaisée du point de vue d'une lecture génétique. Bon, on peut revenir sur ce point. Alors voilà un cas. Alors pour Balzac, la connaissance n'est pas... Alors d'abord, le problème est quintuplé, puisqu'il n'y a pas 22 romans, mais une centaine. Et manifestement, alors là je tiens mes informations principalement d'Andrea Del Lungo, donc il va réagir et corriger au besoin. Manifestement, on est dans une logique quantitative à peu près égale à celle de Ramu. Donc Ramu, je crois que c'est 3,6 versions par roman. Peut-être Balzac, c'est plus encore. Alors actuellement, avec Andrea et les collègues de l'équipe Manuscrit Linguistique Cognition, on travaille sur La peau de chagrin. Et vous voyez, pour cette édition-là, alors, c'est un cas que nous a servi Andrea, particulièrement spectaculaire. Donc il n'est peut-être pas représentatif en termes statistiques de quantité de versions différentes qu'on peut rencontrer pour chaque roman de Balzac, mais vous voyez qu'on a ici 9 versions. Si on intègre comme version numéro 1 plusieurs publications pré-originales et donc partielles, des fragments en revue. Donc 9 versions. Donc si on peut, disons, les écarter, celles-ci, on a 8 versions complètes du roman. Donc souvent, on connaît le cas Furne corrigé, ça ne concerne donc les variations observées entre les deux dernières éditions. En moyenne, il y en a 4. D'accord. En moyenne, il y a 4 versions. Voilà. Alors, si on revient à notre réflexion sur la partition du champ génétique, entre avant-texte et texte, on peut tirer de ces observations sur les cas Ramu, le cas Ramu et le cas Balzac, qui encore une fois sont des cas spectaculaires, mais on peut tirer cette observation que cette pratique, disons, exerce un effet corrosif sur une opposition un peu trop fortement tranchée entre l'avant-texte et le texte, entre l'avant-texte qui serait le processus, l'ère du processus, et le texte qui serait l'ère de la stabilité. Vous voyez, ça ne marche pas. Almud Grésillon faisait cette observation déjà à propos des cas des communistes d'Aragon, des essais de Montaigne ou de donner à voir d'Éluard. Je vous ai plutôt mis ici une citation d'un Balzacien, pour être un petit peu plus sur le corpus sur lequel on travaille actuellement, qui remettait précisément cette opposition en question, et on peut le comprendre, considérant l'œuvre sur laquelle il travaille. C'est dire que l'examen du corpus balzacien conduit à la formalisation théorique d'une génétique de l'imprimé qui tend à remettre en cause, vous voyez, il dit génétique de l'imprimé, nous on dit génétique éditoriale, on peut en discuter, on a notre idée sur la question, de la formalisation d'une génétique de l'imprimé qui tend à remettre en cause, si elle ne conduit à y renoncer, l'opposition telle qu'elle s'est conceptualisée et lexicalisée depuis un quart de siècle entre texte, objet de la critique littéraire, et avant-texte, objet de la génétique littéraire, qui ne sont que les deux versants, privés et publics, d'une même réalité. Alors, quant à nous, cette observation, l'observation de cette pratique quasi régulière de la réécriture post-éditoriale, elle nous conduit à reconsidérer, au moins selon deux axes, le rapport entre texte et avant-texte. Entre documents écrits considérés comme porteurs de traces de processus d'une part, et puis documents écrits considérés comme produits de l'autre. Premièrement, je regarde il faut reconnaître que, manifestement, rien ne peut signifier, en principe, et de manière définitive, l'arrêt des processus d'écriture. Aucun contrat, aucune forme d'achèvement, qui serait descriptible d'ailleurs, aucune forme d'achèvement d'un texte ne peut rompre la relation qu'entretient le créateur avec son œuvre. C'était la citation de Pétard initiale, pour qu'un créateur cesse d'écrire, il faut qu'il meure. Ou alors que les traces de son travail disparaissent complètement, y compris sa mémoire de son travail. Ça, c'est un premier aspect un peu fondamental, disons qu'on n'arrête pas la machine créatrice. Le deuxième aspect, qui touche à une petite modification dans le champ génétique contemporain, invite l'observation de la pratique de la réécriture d'œuvres qu'on croyait achevées, invite à distinguer, dans le champ de la Genèse, deux catégories de documents.
on aurait d'une part certains écrits qui sont produits nativement dans le but d'assister la production. Quand vous préparez un roman, que vous faites des notes préparatoires d'un roman, des plans, des esquisses ou des brouillons, vous n'êtes pas en train de vous essayer à ce roman. Vous êtes en train de produire ce que j'appellerais un genre textuel de la préparation qui n'a pas vocation, qui n'est pas encore le document visé in fine. Donc il y a cet ensemble-là, des pratiques discursives de la préparation qui assistent le geste de la préparation et qui recourent à des techniques d'écriture particulières. Et puis, d'un autre côté, il y a des documents génétiques qu'on trouve aussi dans les fonds d'archives qui présentent déjà les formes de l'achèvement, dirait Bakhtin, du genre du discours visé. S'ils sont considérés comme relevant de l'avant-texte, ces écrits-là, ce n'est qu'a posteriori, parce qu'on observe qu'ils ne sont pas le dernier maillon de la chaîne génétique à laquelle ils appartiennent. Que dans cette chaîne chronologique qu'est le dossier génétique, une étape ultérieure leur succède. Et c'est pour cette seule raison qu'on va les considérer comme avant-textuels. C'est parce qu'il existe un document après-textuel, si vous voulez. Donc la génétique éditoriale confronte celui qui étudie les processus d'écriture à des documents qui illustrent majoritairement ce deuxième cas de figure. Rien ne laisse prévoir dans les documents de la genèse éditoriale qu'ils vont être réédités, qu'ils vont être modifiés, peut-être modifiés plusieurs fois et réédités plusieurs fois. L'auteur lui-même, parfois ne le présage pas. Quand Balzac écrit en 1834, si on revient aux 8 versions de La peau de chagrin, vous voyez, en 1934, il en a fait déjà 3. Il prépare la 4e, Verdet. Il écrit cette édition est destinée à fixer définitivement les textes de la grande édition générale de l'œuvre. Correspondance. Je ne donne pas la référence. Eh bien, lors de la 5e édition, en 1938, donc la suivante, il écrira à nouveau « Le texte est revu avec tant de soin qu'il faut le regarder comme le seul existant, tant il diffère des éditions précédentes. » Et puis, une fois qu'il a fait cette affirmation-là, il produira encore, on en était donc à la 5e, il produira 3 autres versions, si on considère la... Donc, de la perspective du scripteur au moins, les étapes de la genèse éditoriale sont bien souvent conçues comme des états définitifs. Un état, c'était ce commentaire de Grésion qui va dans le sens de l'opposition que je vous proposais tout à l'heure entre des documents de genèse qui ont des formes particulières, des formes discursives de la préparation, et d'autres documents de genèse qui ne sont génétiques que parce qu'il leur existe des documents ultérieurs. Ici, Helmut Grésion dit « Un état dernier de la rédaction peut parfaitement se retransformer en brouillon, et ce qui semblait signifier la fin d'un processus peut basculer dans une nouvelle aventure scripturale. Le texte redevient avant-texte, le plomb cède à son tour la place à la plume. » Vraiment le cas illustré par le Furne corrigé. Voilà, alors dans un troisième moment de cet exposé, j'aimerais, tirant les conclusions de ces différentes observations préalables, essayer de voir sous quel œil la critique génétique peut considérer l'édition. Partant de cette observation que tout écrit peut être réécrit, nous sommes amenés à abandonner l'idée que l'édition marque la fin des processus d'écriture, mais on ne doit pas, dans un excès inverse, être conduit à considérer que le texte publié est un document de travail comme les autres. C'est ça la problématique, c'est de réussir à se dire « Ok, bon, le processus est inarrêtable. Comment s'exerce-t-il dès lors que le texte a déjà été édité ?» Alors, restant fidèle à l'objectif de la discipline génétique, l'étude de la génétique éditoriale se définit comme la description des effets de l'édition sur les processus d'écriture. Voilà ce à quoi nous travaillons actuellement. Et conjointement, elle se veut être une étude des processus dans des conditions
des processus d'écriture réalisés dans des conditions spécifiques. On n'écrit plus de la même manière, enfin du moins c'est notre postulat, bon, il n'est pas très audacieux, on n'écrit plus de la même manière dès lors qu'on a déjà publié le texte sur lequel on travaille. Alors sans développer ici, mais relativement rapidement, ces contraintes qui pèsent sur la réécriture post-éditoriale, on en distingue de 3 ordres. On distingue des contraintes sémiologiques, je ne sais plus si je voulais... Oui, j'ai fait une espèce de... Ouais, j'en ai mis 4. Donc on distingue des contraintes sémiologiques. On admettra que dans la phase éditoriale, l'écrit est modifié alors qu'il a changé de type de support. On est passé prototypiquement, en tout cas jusqu'à récemment, d'une liasse de feuillets, souvent dactylographiés, par soi ou par un prot, qu'on amène à l'éditeur, qui est encore un document transitoire. Est-ce qu'il est déjà public? Est-ce qu'il est encore privé? On passe de ce genre de document-là à un autre document, par exemple le livre corrigé de Ramu, qui exerce des contraintes sur la réécriture. Ce qui est fascinant quand on travaille sur le livre corrigé de Ramu, c'est de voir comment il arrive à changer autant en si peu de place, par exemple. Il y a un jeu de gestion du matériel morphosyntaxique à disposition. On observe c'est un petit peu moins frappant chez Balzac, probablement parce que le miroir de page est plus généreux dans cette édition-là. Mais on voit que Ramu arrive à transformer assez fondamentalement la morphosyntaxe d'une phrase en intervenant assez peu. Bon. Tout ça pour dire qu'il y a une contrainte sur la réécriture quand on travaille sur un support comme un livre édité. Il y a des contraintes sur le plan pragmatique. L'écrit est modifié après avoir reposé un certain temps. C'est pas nécessaire. Je vous ai signalé le cas de Duras qui réécrit des romans parus il y a 2 semaines auparavant. Mais si on cumule la rémanence de la trace graphique qui permet précisément le geste de la réécriture, impossible à l'oral, puisque l'oral ne laisse pas de traces, sinon par des dispositifs techniques extérieurs. Donc si on cumule la rémanence de la trace graphique au prestige du livre, eh bien on arrive à des situations où le jeu scriptural est devenu autre. Le temps étant passé, il y a 15-20 ans, entre les premières éditions, entre la première édition d'Aline, qui est le premier roman de Ramu, et sa dernière édition, il y a 36 ans, par exemple. Donc le jeu scriptural est devenu autre, comme le disait Montaigne à propos de ses propres allongeailles. Ce qui va conduire à toutes sortes de conséquences qui vont nous servir de cadre interprétatif pour les variations. Le contexte historique a changé, c'est ce qui explique par exemple la réécriture des communistes par Aragon, mais aussi les modes scripturales, stylistiques, ont changé en 35 ans, et les goûts de l'auteur. Je vous en ai mis une petite citation ici à propos de La peau de chagrin de Falconer, qui commente la réécriture de l'édition originale. Je vous la lis. Que le consommateur blasé de 1831, c'est l'année de l'édition originale de La peau de chagrin, que le consommateur blasé de 1831 réclamait des plats nouveaux, aux sauces bien relevées, qu'il fallait l'amuser avant de l'instruire, nul ne le savait mieux que l'auteur de la physiologie du mariage, que le journaliste qui était Balzac à l'époque qui nous intéresse. Il ne se trompait pas du reste, le succès fut tel que le traité en vue d'une nouvelle édition fut signé 3 semaines seulement après la mise en vente, ce qui est souvent une occasion de réédition et de réécriture. Plus tard cependant, à l'auteur qui entamait le médecin de campagne ou le père Goriot, l'auteur fait carrière, son écriture change, à celui qui luttait pour en finir avec César Birotteau, ces moments coïncident avec les principales révisions de La peau de chagrin. Le style riche et coloré, la fantaisie verbale qui avait fait les délices des premiers lecteurs, de ceux des cabinets de lecture du moins, ont dû paraître plutôt indigestes. Toujours est-il qu'à chaque réédition, on voit disparaître en quantité variable des jeux de mots ou de typographie, des noms et des adjectifs exotiques, des boutades et des paradoxes, bref, tout un côté romantique flamboyant du texte primitif. Là, je ne sais pas ce qu'en pense Andrea, mais comme pour tout à l'heure, l'intuition du Ramu qui écrit du français alors qu'il avait écrit du suisse, ça me paraît largement forcer le trait. Ouais. Mais c'est intéressant de faire des hypothèses. Les hypothèses sont coûteuses sur ce geste de réécriture et on a envie de donner beaucoup de cohérence à des campagnes de réécriture ponctuelles et parfois plus de cohérence que ces campagnes n'en ont elles-mêmes. Et puis par ailleurs, le côté fastidieux des relevés
fait qu'on se base, ces observations se basent le plus souvent sur des relevés ponctuels. Qui a eu le courage manuellement de faire les relevés exhaustifs des variations? Alors là, c'est bien, quand on a la chance de corriger, on est bien heureux parce qu'on voit les interventions de la main de Balzac dans les marges. Quand on ne les a pas, pour la plupart des éditions précédentes, c'est une autre paire de manches. Je me rappelle avoir passé 3 mois à faire le relevé exhaustif des variations entre 2 éditions d'un roman de Ramus puissamment réécrit. Il y avait 2000 variations ponctuelles, et je devais le faire pour autrui. Pour soi encore, on peut utiliser toutes sortes de procédés cabalistiques qui nous font gagner du temps, mais là, il s'agissait de le rendre lisible par autrui. Aujourd'hui, avec le logiciel dont on va un petit peu parler pour conclure, ça prend 35 secondes. Bon, j'exagère parce qu'il faut numériser les textes, évidemment. Et ça coûte de l'argent. Voilà, donc, ça c'était la deuxième contrainte pragmatique, que j'appelais pragmatique, on pourrait discuter. Réécrire après édition, c'est réécrire dans des conditions particulières, souvent longtemps après la première édition, avec un contexte socio-historique qui a pu évoluer, aussi un contexte esthétique. La troisième contrainte qui m'intéresse, de la réécriture post-éditoriale, c'est la plus fondamentale peut-être, c'est celle qui concerne le statut public de l'œuvre. On réécrit une œuvre devenue publique. Ce public doit s'entendre de 2 manières. Du côté de l'émetteur, vous reconnaissez le linguiste, du côté de l'émetteur, l'instance d'énonciation est devenue ouvertement collective. L'artefact livre, par exemple, sollicite des compétences plurielles, qu'on a mentionné déjà tout à l'heure, j'y reviens pas. Donc on n'est plus du tout dans une situation du scripteur seul à sa table. Et donc, et ça c'est un aspect vraiment fondamental, la publication et la réédition n'engagent plus seulement son auteur, ni sur le plan pratique, ni sur le plan économique, ni sur le plan juridique d'ailleurs, ni même sur le plan moral si on veut, puisqu'il n'est plus le seul garant de cet objet culturel qu'est le livre, si on prend ce cas, et si on ne parle que de ce cas-là. Si la génétique qui ambitionne d'être une histoire des œuvres veut assumer ce programme, elle se doit aussi d'être une histoire de la fabrication des livres, parce que c'est une étape. Donc elle ne peut pas se contenter d'être seulement, et de manière un peu romantique, l'histoire d'un auteur seul face à sa page blanche et dans ses processus de création solitaire. Donc se confronter à la genèse éditoriale, c'est aussi intégrer cette dimension de ce que Souchy appelle une énonciation éditoriale. Un livre, c'est une énonciation éditoriale, c'est une énonciation collective qui engage la responsabilité de plusieurs. Donc voilà une première manière d'être public pour le texte qui subit la réécriture post-éditoriale. Une autre manière d'être public, la première était du côté de l'émetteur, celle-ci est du côté du destinataire, c'est que contrairement à tout ce qu'on observe dans la genèse manuscrite, l'œuvre qui est réécrite a sollicité des instances de réception. Et donc la réécriture peut être un dialogue, peut être une espèce de ratification, comme on dit dans la description de la structure du dialogue, question, réponse, ratification. Donc le scripteur peut ratifier ou au contraire résister aux réactions des instances de la réception. Il peut interagir avec une réception, il peut dialoguer avec une réception, ce qui n'est pas le cas de la genèse manuscrite. Entendons-nous réécrire le roman d'après et probablement d'une certaine manière tenir compte de la réception du roman d'avant. Mais là, c'est un autre phénomène, c'est que le même roman est réécrit. On ne peut pas, quand on interprète la réécriture du même roman, faire fi de la réception qu'a connue ce roman. Voilà. Et puis enfin, le quatrième critère, oui, effectivement, il y en avait 4, qui me paraît tout à fait passionnant et sur lequel je n'ai pas de choses à dire parce que je ne suis pas sociologue, mais j'aimerais que des sociologues se penchent sur cette question. C'est le critère symbolique, si on veut. Comme je vous le disais tout à l'heure, en littératie, encore aujourd'hui, publier, en particulier un livre, est un acte socioculturel important, lourd. L'auteur se commet, l'éditeur aussi, en publiant, en particulier en publiant des livres. Et dès lors, la valeur symbolique que l'auteur va accorder au geste de la publication va conditionner la possibilité pour lui de modifier une œuvre déjà publiée. Est-ce qu'on va tolérer ? Hugo dit « Non mais qui suis-je
pour accorder suffisamment de crédit à mes œuvres, et ça dans la préface de Cromwell, pour les modifier, les rééditer. Donc il y a une espèce de posture comme ça où il dit pour améliorer mon œuvre, j'en écris de nouvelles. Bon, ça c'est la posture hugolienne. Et puis à l'exact opposé, on a justement il y a une citation très jolie d'Erasme que j'aurais dû vous apporter, qui dit, comme Pétard d'ailleurs, avec l'anachronisme, qu'on n'a jamais fini de réécrire une même œuvre. Et qu'aussi longtemps aussi longtemps qu'on lui donnera du temps, il réécrira les œuvres qu'il a déjà écrites. Donc en définitive, la proposition, la pratique de l'observation de la genèse éditoriale que nous entamons, en ce qui me concerne, c'est une observation linguistique. Donc j'ai décidé de vous faire grâce du modèle linguistique que j'essaie de développer pour commenter la variation. On pourra toucher un petit mot, mais ce n'est probablement pas ce qui vous intéresse le plus. Mais l'idée, c'est de considérer du point de vue génétique l'édition comme le statut d'un document écrit. C'est un statut de document écrit qui exerce des contraintes sur ses virtuelles réécritures. Voilà. Ce n'est pas l'entrée dans la sphère de la stabilité, mais c'est un statut qui exerce des contraintes sur ses virtuelles réécritures. Alors, comme il est l'heure de vous laisser parler aussi, je vais vous... Comment je pourrais ne pas être trop long là-dessus ? Ouais. Alors, parmi les différents témoins, mon quatrième point, c'est quel objet pour l'analyse linguistique, quel objet pour la génétique éditoriale. Alors, l'objet principal, je les ai mentionnés tout à l'heure, témoignages d'auteurs, documents qui attestent, dans les archives privées qui attestent de la réécriture d'œuvres déjà publiées, et puis fondamentalement, ce dont il est question, et là où le logiciel ou l'informatique nous est utile, des textes qui circulent dans des versions différentes, sans qu'il en soit toujours fait mention par les éditeurs. Les éditeurs de Rabu ne savent pas quelle version ils éditent. Donc, Plaisir de lire, qui est une maison d'édition un petit peu amateur, mais très utile pour les écoles en Suisse, m'écrivait quand je travaillais dans les projets Ramu pour me dire « Ah, on aimerait bien savoir quelle version de Mes pages peindre vaudois on publie parce qu'on n'en sait rien. » Donc on trouve, quand on achète une version d'un roman de Ramu dans le commerce, on ne sait pas nécessairement d'abord qu'il y en a plusieurs et on ne sait pas à quel on a affaire. Donc c'est sous cette forme publique, si on veut, disponible en bibliothèque, que se trouve le matériel, une partie importante, pas la seule, hein, j'ai voulu attirer votre attention sur ce fait, c'est sous cette forme publique que se trouve une partie du matériel de la génétique éditoriale. Alors du coup, c'est assez paradoxal, parce que dans le fond, quand on s'est mis à travailler sur la génétique éditoriale, les généticiens pur beurre nous disaient « Ouh là là, mais c'est un petit peu les dernières étapes de la création, il ne se passe plus grand-chose, c'est la variantistique italienne, nous, ça ne nous intéresse pas tellement, c'est de la coquetterie, c'est stylistique, c'est superficiel, on est très loin des moments de la création vertigineux, et des virtualités ouvertes, etc. » Et c'est un peu de la paresse si vous faites ça, c'est parce qu'on trouve ça dans le commerce aussi, on peut trouver les livres, il n'y a pas besoin d'aller se farcir la manuscriture illisible de Flaubert, ou illisible, j'exagère, on s'habitue à toute écriture. C'est un peu de la paresse, vous travaillez sur des textes édités. Mais paradoxalement, c'est tout à fait fastidieux parce que, contrairement à ce qui se passe sur les manuscrits, on ne voit pas où sont les différences. Et je pense que si la génétique éditoriale ne s'est pas développée, c'est d'une part à cause de la partition conceptuelle dont je vous ai fait part tout à l'heure, mais aussi parce que techniquement, c'était tout simplement rasoir d'analyser les différences finement entre deux versions, et que dès lors on se contentait ou on prenait les affirmations de l'auteur un peu pour argent comptant. Ramu qui réécrit en 1927 Passage du poète et qui nous dit c'est un texte radicalement nouveau, d'ailleurs j'ai changé le titre. Puis on compare les deux textes, il n'est pas plus variable que n'importe quelle autre version de Ramu.
Ou alors on avait des interprétations a priori toutes faites, comme celles qu'on a déjà mentionnées, et puis on les étayait de quelques relevés ponctuels, et puis si on fonctionne sur ce mode-là, alors on arrive effectivement à étayer la plupart des hypothèses. Donc quand on a dû publier les éditions de Ramu, je connaissais des logiciels d'alignement textuel, ça existe depuis, c'est très ancien en réalité, hein, je ne sais pas exactement l'histoire de ça, les années 70-80, on fait des logiciels d'alignement. Les informaticiens utilisent ça pour traquer les erreurs dans les différentes versions des programmes, et je l'avais utilisé dans ce contexte-là. Et puis j'ai cherché un petit peu ce qui se faisait, et précisément peu de temps avant, Jean-Gabriel Ganassia et Jean-Louis Lebrave, en partenariat entre le laboratoire d'informatique de Paris 6 et l'ITEM, avaient appliqué un de ces algorithmes de comparaison que vous le savez, Jean-Gabriel vous en avez peut-être déjà parlé, qui sont basés sur les mêmes algorithmes qui séquencent le génome, qui consistent à séparer le bon grain, si j'ose dire, des passages identiques à l'ivraie, ou ce serait plutôt le contraire pour nous, des passages modifiés automatiquement. Alors il l'avait adapté à la situation de la variation textuelle. Ça veut dire que d'abord, le logiciel opère une reconnaissance automatique des différences, et puis ensuite, il les catégorise d'une manière qui est strictement quantitative, souvent critiquée par les collègues, et que moi je trouve tout à fait appréciable, qui consiste à dire, à distinguer des situations où il y a insertion, c'est-à-dire que quelque chose dans le texte A n'existait pas et apparaît dans le texte B. Ici, ça apparaît en vert dans cette photo d'écran. Des suppressions, quelque chose apparaissait en A qui n'apparaît plus en B. Bon, je mets des temps verbaux, je ne devrais pas. Quelque chose apparaît en A qui n'apparaît pas en B. Si je mets des temps verbaux, je suis dans la génétique et dans la réécriture. Si j'en mets pas, je suis dans la pure observation de la variation, qui est un phénomène plus général. Et puis, si quelque chose en A, au même endroit, existe toujours en B, mais sous une autre forme linguistique, alors on a affaire à une modification. Ça pose des questions de modélisation passionnantes, parce que à partir de quand une modification, ça suppose que quelque chose d'identique devienne autre chose. Une modification, enfin, c'est en tout cas la théorie de la variation selon Aristote. À partir de quand la modification est telle qu'on n'a plus du tout envie de considérer que c'est le même qui est devenu autre chose. Bon, ça c'est très interprétatif. Alors, on a toutes sortes de problèmes. Moi, je suis parfaitement, encore peut-être mon côté linguiste, mais je suis parfaitement d'accord avec le travail de la machine qui n'a aucune considération pour le matériau morphosyntaxique en jeu. Donc, si on prend cet écran, j'ai pas du tout. Vous voyez le deuxième paragraphe, c'est une nouvelle fantastique de 1905 qui s'appelle Le Tout Vieux. Ils étaient trois, deux jeunes et un vieux, vêtus d'eux-mêmes d'un pantalon qui devient vêtus tous trois d'un pantalon. Du point de vue du statut morphologique, on serait tenté de dire que bon, ça n'a rien à voir. On a une espèce d'expression adverbiale qui devient autre chose. Bon, ça reste un peu adverbial. On pourrait se dire c'est une suppression puis un ajout. Dans quelles conditions on va admettre qu'on a affaire à une suppression d'un segment X et puis de l'ajout au même endroit d'un segment Y? Dans quelle situation linguistique on va admettre qu'on a affaire à un même segment qui est transformé? Bon, ça, c'est très intéressant. Actuellement, Medit ne nous aide pas vraiment dans ce travail-là. Il dit si c'est ce que j'appelle la même base d'incidence, c'est-à-dire que si ça intervient au même endroit, je vous passe la définition technique de la base d'incidence, alors c'est une transformation. Et puis on peut, dans ce logiciel, paramétrer une proportion. On va dire que si, par exemple, on avait pour une même base d'incidence une chaîne de 3 caractères et qu'elle en devient 30, alors là, non, c'est trop. C'est trop pour notre tolérance à la transformation. On va admettre qu'il y a une suppression et un ajout de quelque chose d'autre. Mais ce critère quantitatif, il ne vaut pas grand-chose, évidemment, mais c'est intéressant quand même. Il faut des critères simples pour traiter ces gros corpus. Donc voilà donc ça c'était pour exemplifier les modifications, je me suis perdu. Le quatrième type d'opération distinguée par les généticiens dans les années 70, marrant d'ailleurs parce qu'à la même époque, les stylisticiens du groupe MU utilisaient les mêmes 4 opérations pour décrire les figures de style. La quatrième, c'est le déplacement.
où là, pour un même segment, on a deux bases d'incidence. Si vous voulez. Tout à l'heure, on avait une base d'incidence, une même base d'incidence pour deux segments, et là, on a un segment pour deux bases d'incidence. Ça apparaît de manière en souligné. Vous en avez quelques-uns ici sous les yeux, et là, ça pose toutes sortes de problèmes linguistiques tout à fait intéressants, plus que linguistiques, énonciatifs. Dans quelle mesure un même segment qui est déplacé à une phrase, à deux phrases, à un paragraphe, à la fin du texte, reste la même unité linguistique dans un texte. Ça, c'est quand même, Alors quand c'est des fourchettes, quand c'est un motif thématique important d'une œuvre, alors on estime que si ça se déplace de 3 pages, ça reste le même segment et que c'est un déplacement. Quand c'est une virgule ou quand c'est une conjonction de coordination, même si on est dans la même phrase, on a intuitivement dit oh non mais c'est plus du tout c'est plus la même conjonction, elle n'est plus au même endroit. Bon. Donc là aussi en termes de modélisation et de repérage, il y a des questions assez passionnantes qui se posent, qui touchent à l'identité des unités dans l'énonciation. Voilà, donc ces 4 opérations. Donc, on a un repérage automatique des variations et puis un étiquetage selon ce qu'on considère comme les 4 opérations fondamentales de la réécriture. On a pour l'édition RAMU un tout petit peu toiletté l'interface de Medit qui, pour le moins, n'est pas très attractive et qui n'est pas faite en fait ni pour l'édition ni pour le grand public. C'est vraiment une interface, vous voyez, ça vous rappelle vos souvenirs de PC, enfin je ne sais plus quelles sont les versions de l'OS en question, mais c'est assez poussif et pas très, très intuitif, en tout cas au niveau de l'interface. Donc on a travaillé avec un designer sur une interface. Alors j'ai essayé de charger, est-ce que je suis fichu de... J'ai mis un CD dans la machine, je ne suis moi-même pas familier des PC, est-ce que j'arrive à faire apparaître l'Explorer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sorte comme ça. Voilà. Alors l'interface, ici, celle-ci est en ligne. Je peux vous donner l'adresse si vous voulez. On a mis quelques textes, mais elle est à l'image de l'édition RAMU. Donc ça, ce n'est pas le CD que j'ai mis dans la machine. C'est quelques textes qu'on a mis en ligne avec la même interface de l'édition électronique de RAMU. Alors là, l'intérêt, vous voyez, c'est qu'on peut... Bon, l'intérêt fondamental, d'abord, c'est d'une visualisation par double fenêtrage. Est-ce que Jean-Gabriel Ganassia vous a déjà présenté Medit? Ici? Non. Pas dans ce milieu. Donc, alors, le double fenêtrage, ce qui est fondamental d'un point de vue du texte, du point de vue linguistique, d'un point de vue de la description, d'un point de vue de l'accès au processus et aux variations, c'est d'avoir, par ce dispositif, les variations dans leur contexte. Avec une variante, alors sans compter qu'on brasse des pages pour essayer de voir quel terme va à quel endroit, mais en plus chaque variante apparaît de manière isolée, et c'est très difficile de percevoir ce qu'on appelle des variations liées. Alors on les perçoit, mais enfin c'est un exercice de lecture assez compliqué. Ici on a affaire aux 2 textes, mais toujours qu'à 2 textes, en entier, et donc on peut les lire verticalement si vous voulez, et puis on peut les lire horizontalement en observant les modifications d'un texte à l'autre et voir comment ces modifications font éventuellement système, sont éventuellement cohérentes ou au contraire pas du tout cohérentes les unes avec les autres. Bon, puis une des fonctions fondamentales, c'est que si vous choisissez n'importe quel passage commun et que vous le sélectionnez, le texte s'aligne à l'endroit de ce passage commun et puis du coup vous pouvez étudier les variations qui gravitent autour des blocs communs. Et puis une autre toute petite fonctionnalité, mais enfin assez pratique qu'on a développée à l'occasion de l'édition de RAMU, c'est d'insérer des hyperliens entre les inventaires de modifications qui sont classés par les catégories que je vous ai rappelées tout à l'heure, et puis les textes. Donc si je sélectionne ici ce remplacement, si tout va bien, bon là il y était déjà donc c'est pas très intéressant, il va le chercher et puis il me le fait clignoter et puis du coup je peux m'intéresser à son contexte, à sa base d'incidence et à essayer de comprendre quel est l'intérêt d'ici d'avoir d'avoir remplacé un imparfait par un passé simple. Et puis du coup j'ai aussi un inventaire, un corpus de variations qui va pouvoir guider mon analyse si je veux m'intéresser par exemple sur la réécriture des temps verbaux. Dans ce corpus-là, je vais pouvoir les rechercher plus facilement. Il y aurait encore beaucoup d'outils de recherche à développer, on n'en avait pas les moyens.
Et une édition comme celle-ci n'en était pas non plus l'occasion. Voilà, alors moi je vais m'arrêter là en vous donnant, pour finir, un tout petit commentaire sur l'horizon linguistique de la démarche. Pour moi, l'intérêt à partir de là, c'est de développer ce que Jean-Louis Lebrave appelle une poétique des transitions entre États. C'est-à-dire que d'un point de vue linguistique, et d'un point de vue du point de vue de la linguistique de l'énonciation, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens. C'est la linguistique de l'énonciation dans la filiation de Benveniste, en tout cas pour ce que je pratique moi, n'a pas les moyens de décrire des processus cognitifs d'élaboration. Elle travaille sur une activité de signification qui est portée par des produits qui sont des produits arrêtés. Hein. Quand on travaille pas sur l'écriture en linguistique de l'énonciation, on travaille sur l'écrit. Ce qu'on peut faire, c'est l'idée de la poétique de la transition entre États, c'est qu'on peut linguistiquement décrire les variations en les construisant. Il faut les construire pour qu'elles correspondent à des réécritures. Ça, je ne vous en ai pas tellement parlé, mais enfin, donc on peut décrire linguistiquement les variations, on peut les décrire d'un point de vue que Benveniste appellerait sémiotique, c'est-à-dire à quelle catégorie linguistique on a affaire. Ici, j'en prends une complètement au hasard, on a affaire à un possessif. Les théories de son, beau, idéal, donc on a affaire à un déterminant possessif qui devient un déterminant démonstratif. C'est un type de réécriture assez régulier chez Balzac. Un des processus de réécriture, une des unités linguistiques les plus affectées dans la réécriture chez Balzac, qui va affecter les chaînes anaphoriques et la construction référentielle des univers. À mon avis, donc un phénomène linguistique très intéressant. Donc l'idée, c'est de mettre sur pied une grille d'analyse linguistique, potentiellement modélisable, qui pourra aider suite à l'étude numérique automatisée de ces corpus, qui permettent d'une part d'étiqueter les unités pour savoir de quel type d'unité, donc étiquetage sémiotique, de quel type d'unité morphosyntaxique à quel autre on passe dans chaque variation, et puis ensuite de pouvoir appréhender du point de vue sémantique, au sens très large que lui donne Benveniste, c'est-à-dire quel est l'impact, c'est ça le sémantique chez Benveniste, c'est quel est l'impact de l'unité sur sa base d'incidence. Donc on va pas, le travail que j'essaie de faire là-dessus, c'est pas un travail de cognitiviste qui essaierait de savoir comment on passe du point de vue cognitif, j'ai aucune idée là-dessus, d'un possessif à un démonstratif. L'idée c'est de savoir, c'est de faire une sémantique différentielle, si vous voulez. On a d'un côté un possessif qui va avoir, dont le sens est l'effet qu'il produit sur sa base d'incidence, à l'échelle syntaxique d'une phrase, à l'échelle textuelle d'unité supérieure à la phrase, et puis de comparer cet effet à l'effet qu'exercera le terme de la variation, le terme y de la variation qui le remplace. Et du coup, de faire la poétique de la transition entre états, c'est donc une espèce de sémantique différentielle qui essaye de commenter les réécritures en décrivant l'impact de chacune des variations sur leur base d'incidence. Et dernier mot pour finir, je pense que c'est un outil, alors d'un point de vue littéraire, c'est un outil assez fascinant par la finesse et la granularité d'entrée dans les textes. Récemment, j'ai aidé un économiste à publier 3 versions d'un traité de Sismondi, un économiste suisse, semble-t-il, très influent. Je ne connaissais pas du tout. Et il me dit « Oh non, mais moi, je ne veux pas rentrer dans le détail avec cette... je ne veux pas toutes les variations. » Alors, je vais expliquer, mais avec ce logiciel, c'est tout ou rien. Hein, on ne peut pas sélectionner. Il me dit « Je ne veux pas la ponctuation. » J'ai dit « Mais la ponctuation, il va vous le faire automatiquement, le logiciel. Est-ce que vous voulez vraiment vous en priver ?» Il me dit « Ouais, bon, alors ça, c'est un truc de linguiste, c'est un truc de statisticien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est le changement d'idée, etc. » Je lui ai quand même passé ces 3 versions de son traité à la moulinette. Et il m'a réécrit 2 semaines après pour me dire qu'il avait découvert une pensée qu'il pensait connaître par cœur. Donc, je pense qu'effectivement, on entre par ce biais dans une finesse d'analyse de texte qui est assez extraordinaire pour, disons, les spécialistes du corpus. Du point de vue linguistique, je pense que c'est un outil assez formidable
parce qu'il nous permet de réfléchir à des micro-variations, parfois elles sont macro, je m'intéresse pas mal aux micro-variations, dans des contextes qui sont avérés. Souvent en linguistique, on forge des exemples pour essayer de sentir la différence entre il fume peu ou il fume un peu. Ah oui, alors c'est quoi la différence? Alors on invente des contextes comme ça pour essayer de modéliser le sens des formes. Ici, on a des contextes réels. Donc, moi, dans un séminaire de master l'année prochaine, je vais m'essayer à travailler sur des phénomènes des phénomènes de linguistique phrastique qu'on travaille en bachelor, de les faire travailler sur corpus à mes étudiants, et cette fois, dans des contextes réels. Voilà, par exemple, vous avez travaillé sur les démonstratifs, eh bien, traversez la peau de chagrin, regardez tous les démonstratifs qui sont l'objet de variation, et essayez à partir de la théorie et la description linguistique des démonstratifs que vous avez acquises ou que vous allez devoir encore acquérir, essayez de tirer profit pour décrire de manière différentielle le sens de ces unités. À mon avis, je ne l'ai pas encore fait, c'est un séminaire que je vais commencer à donner l'année prochaine, mais je suis assez enthousiaste parce que je vois que voilà, tout d'un coup, il ne s'agit pas juste d'un jeu pour mettre au jour le fonctionnement des unités linguistiques, mais ça permettrait de rendre compte, c'est un rendement herméneutique, c'est appliqué, c'est en contexte, donc c'est aussi, à mon avis, très intéressant pour la théorie des unités linguistiques. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait longtemps que je parle. Bien. Merci beaucoup, Joseph Maher, pour cette présentation, donc, qui reprend les grands attendus de la critique génétique, mais qui montre surtout ce que l'outil informatique, numérique, peut apporter. Alors, avant de laisser la parole à la salle, moi je repartirai de la fin, au fond, de cette confrontation linguistique des transformations textuelles, et au fond, de ce que vous appelez le commentaire. Parce qu'on voit très bien, effectivement, comment on peut, même en termes de fréquence, on voit comment on passe d'un possessif à un démonstratif. Mais vous évoquiez vous-même un commentaire. Qu'est-ce que vous entendez par commentaire, précisément? Parce que l'outil numérique, et là je vais être un peu provocateur, a une puissance d'information très grande. Puissance d'information. Après, je dirais, un pouvoir de connaissance, oui, mais de connaissance du texte. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, on entre dans le texte. Le collègue qui publiait Sismondi, on entre dans le texte. Et c'est vrai aussi de tout manuscrit. Dès qu'on a été éditeur d'un texte, on le découvre réellement. Ceux qui ont fait l'expérience éditoriale le savent. Mais je dirais la puissance interprétative, si on distingue information, connaissance et interprétation, la puissance interprétative de l'outil numérique ou de l'outil informatique, c'est en fait ce qui nous fascine tous, mais en même temps ce qui nous arrête un peu tous pour le moment, quel qu'il soit. Or, lorsque vous parlez, par exemple, d'approche linguistique automatisée qui permettrait un commentaire, là on franchit, me semble-t-il, cette frontière entre une grande connaissance du texte et une interprétation du texte. Vous pensez réellement qu'on peut aller dans cette direction? Non, probablement pas. Qu'est-ce que vous entendez par commentaire? Ouais, tout à fait. C'est pas une colle, hein. Je suis allé un peu vite. Non. Ce qui est très satisfaisant dans l'état actuel du logiciel, c'est que ces critères, ce typage-là, avec ces catégories, je vous disais, la plupart des collègues disent « Ah non, mais ça ne va pas, on ne peut pas parler de remplacement dans ce cas-là, etc. » Il est souvent... il fait débat. Mais celui-là, il a un caractère... il est strictement quantitatif. Est-ce que quelque chose se passe à quel endroit, etc. Donc il est bien, il est quasiment pas interprétatif. J'aurais même tendance à croire qu'il ne l'est pas, puisque la machine le génère. Mais bon. Donc ça, c'est une base intéressante. On n'est pas encore dans le domaine du commentaire. L'étiquetage morphosyntaxique, il est déjà du commentaire.
en tout cas pour une théorie linguistique un petit peu évoluée. C'est-à-dire que les locuteurs échangent des signaux que les interprètes conforment à des patrons morphosyntaxiques qu'ils ont en tête, etc. Alors là, donc on ne conforme pas les signaux de la même manière selon la compétence linguistique qui est la nôtre. Donc quand on étiquette un texte, bon, déjà là il y a des problèmes, c'est pour ça d'ailleurs que ça paraît le b.a.-ba à l'enfance de l'art, mais ça reste une opération assez compliquée. En français, les collègues qui sont spécialistes de traitement quantitatif n'ont pas à nous proposer un étiqueteur redoutable. Bon, moi, c'est un terrain sur lequel je suis assez peu familier. Mais disons que déjà là, on voit qu'on est déjà dans l'ordre de la métadonnée, du commentaire. Et puis alors ensuite, pour commenter le point de vue sémantique, quand je parlais de l'impact sémantique, c'est-à-dire l'effet, pour le dire en termes un peu benvenistiens comme ça, le sens comme effet d'unité linguistique sur son contexte, on peut prétendre à décrire les unités, on peut modéliser les unités à partir d'un nombre suffisant d'observations, mais ensuite, ça reste une modélisation de l'unité et pas du texte. Donc effectivement, ce que je voulais dire par... j'ai utilisé le terme commentaire à peu de frais, probablement, je ne sais plus dans quel contexte, mais l'idée est-ce qu'il y a des spécialistes de linguistique quantitative ici qui en parleraient mieux que moi, parce que je ne suis vraiment pas du tout dans ce domaine-là, c'est de générer un maximum de formations automatiquement, plus ou moins fiables, et finalement la fiabilité, enfin vous connaissez ça, est compensée par la quantité. Donc on va dire, bon, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a une telle quantité que c'est négligeable. Et c'est pour ça que les collègues linguistes qui travaillent sur des gros corpus, ils sont pas très... Bon, ils ont des problèmes méthodologiques avec nos corpus parce qu'ils sont trop petits, nos corpus. Et donc ils n'arrivent pas à générer des informations statistiquement fiables. Il n'y a pas assez de phénomènes. Donc ça se prête très bien à une approche quand même stylistique. Nous en Suisse, on parle moins facilement de stylistique qu'en France, mais où chaque phénomène est reconduit à son contexte précisément, et qui a une approche quantitative. Ou alors il faudrait travailler sur d'autres corpus. Il faudrait vraiment travailler à toute grande échelle, ce qu'on ne fait pas. Sur les exemples donnés, Si Balzac passer de son beau idéal à ce beau idéal, c'est vraiment du Balzac. Pour lui. Un lecteur de Balzac, notamment vers Andrea, c'est du Balzac. Son beau idéal, c'en est pas. C'est-à-dire que c'est du Balzac d'avant. Il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est très important. Donc. Et l'usage du démonstratif est intéressant. Mais bon, ça, la machine ne nous dira pas. Non, mais elle peut faire émerger. Mais elle peut faire émerger. Ouais, c'est ça qui est assez intéressant. Alors ça, c'est aussi un petit peu ce qu'on a en tête avec ce séminaire. C'est de dire qu'avant, on travaillait sur 2 pages. Et puis on se disait, bon, alors ça va être ça va être comme ça tout le temps. On faisait les généralités. Et puis on était quand même largement dépendant de son intuition. Donc on a une image de ce qu'est du Balzac. C'est des démonstratifs, c'est des adjectifs antéposés. Et puis du coup, bon, ça oriente fortement l'analyse. Tandis que là, avec certains phénomènes statistiques, on peut se laisser conduire. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, j'avoue, je ne sais pas. Mais par des données qu'on n'a pas, qui sont construites par la machine, en disant, voilà, qui observent la disparition massive de connecteurs en tête de phrase, par exemple, c'est un autre phénomène qu'on observe. Mais bon, on l'observe chez Ramu, on l'observe chez Flaubert, donc je commence à me demander si c'est vraiment... Enfin, voilà. Et on n'y aurait peut-être pas été rendu attentif par sa seule intuition de lecteur. Et du coup, on va aller essayer d'en tirer des interprétations. Mais l'interprétation, de mon point de vue, de linguiste de l'énonciation, est une activité bien humaine. On peut aligner combien de textes à l'écran actuellement? Alors ça, c'est... On avait 2 colonnes de texte. Oui, alors disons que ça c'est vraiment une question passionnante. On en a beaucoup débattu avec Andrea, qui rêvait qu'on puisse mettre côte à côte toutes les versions du... Voilà. Alors le problème, c'est que on peut le faire. Pardon? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui le fait déjà, son nom m'échappe maintenant, il a été développé à Paris 3. Tu t'en rappelles, Andrea? Non. Ça va peut-être nous revenir. Dans un projet, le nom du projet ANR, non plus, écriture, au pluriel. Donc si jamais, sous Paris 3, ils ont développé un logiciel
Serge Fleury et un autre acolyte dont le nom m'échappe aussi, donc décidément, qui permet de mettre alors, en côte à côte autant de textes, à peu près autant de textes que vous voulez, mais le problème c'est qu'on ne peut pas les comparer. Parce que la logique comparative qui catégorise, c'est-à-dire que si on les compare et qu'on les catégorise, le code couleur, la catégorie, elle opère toujours relativement à un texte, un autre texte. Donc soit on commence à multiplier les couleurs pour dire que ce qui est un ajout par rapport à un ajout, c'est nécessairement par rapport à A, est une suppression, voilà, donc on va devoir les superposer éventuellement, les ajouter, enfin ça donne un effet pizza, et en termes de gestion de l'information, c'est assez compliqué. Et puis du point de vue génétique, c'est alors la plupart du temps non pertinent, parce qu'un texte procède le plus souvent, un texte cible procède le plus souvent d'un texte source, et puis parfois ce serait nécessaire, parce qu'on a des cas tout à fait avérés, en tout cas chez Ramu, où l'auteur a pris 2 éditions antérieures, et puis il a pris le début, enfin il a mixé, disons que les textes sources pour produire le texte cible. Et on voit qu'il a retenu des états, et donc là ce ne serait pas inintéressant d'avoir la triple comparaison. Là, je voulais en venir parce qu'il y a un autre problème qui est celui des familles de manuscrits et des familles de textes sources qui, dans l'histoire d'un texte, rend une approche beaucoup plus complexe. Alors c'est vrai que là, pour Ramu, je ne pense pas qu'il y ait différents états manuscrits intermédiaires et différents textes sources, mais pour d'autres écrivains, il y a, même s'il y a réécriture, il y a un nouveau départ sur un nouvel état manuscrit qui intègre des états antérieurs. Donc, on n'est pas dans un seul processus linéaire, tout ça. Mais il y a des différents états manuscrits, ce que nous avions appelé des familles de manuscrits. Ouais, tout à fait. Qui viennent croiser l'ensemble, qui rendent effectivement la démarche beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que c'est tout à fait passionnant. Et c'est vrai que les éditeurs de Ramu, au début, les responsables scientifiques me disaient « Ah, on veut pouvoir comparer tout et dans n'importe quel sens ». Mais alors, et j'ai lutté contre ça et j'ai finalement gagné à la fin. Mais le problème, c'est que comme on a un logiciel qui étiquette en termes d'ajout et de suppression, si vous comparez la dernière édition avec la première dans le sens inverse, alors tout ce qui a été ajouté apparaît comme supprimé, etc. Donc on génère des fausses informations. Donc ça, c'est la différence entre la logique de la variation et la logique de la réécriture. La logique de la variation, elle est beaucoup plus ample. La réécriture, ça suppose des contraintes sur la constitution du corpus, et notamment l'établissement d'un stemma, même si les généticiens détestent parler de stemma parce qu'on fraye avec la philologie et sa logique inverse. Mais disons que de savoir dans quel document procède de quel document, lequel il faut comparer. Ouais. Et donc ça, c'est... Je ne vais pas monopoliser la parole, c'est toujours un débat technique comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question par rapport à la technique. Est-ce que ces logiciels sont capables de comprendre, on peut mettre des textes qui ne sont pas français? Puisque c'est une logique strictement quantitative, a priori, on s'est dit on va pouvoir mettre là-dedans n'importe quoi, hein, y compris des choses qui seraient écrites dans d'autres alphabets. De fait, disons que ça c'est la seule réponse robuste. Hein. Ça compare des chaînes de caractères et ça provient de comparaison du génome, donc qui sont des chaînes de caractères. Donc, première réponse, oui. J'ai essayé sur l'allemand, en bon petit suisse, ça marche très mal. Parce que beaucoup de réécritures en allemand, j'ai essayé sur les Grimm. Alors, les Grimm sont des furieux réécrivains. Il y a des versions, mais alors là, c'est 10 versions de chaque compte. Comme beaucoup de réécritures en allemand produisent un rejet du verbe, hein, si vous utilisez, bon, je vous passe les détails, ça crée énormément de déplacements. Et le déplacement, c'est quand même manifestement, hein, moi je ne suis pas dans les arcanes de l'algorithme, mais c'est ce qui est manifestement le plus coûteux, le plus délicat dans l'analyse et dans le paramétrage. Et du coup, pour l'allemand, par exemple, il aurait fallu reparamétrer le logiciel. Mais je pense que c'est qu'une question de paramétrage. De fait, l'algorithme doit pouvoir... Mais c'est clair que les sorties sont un peu moins satisfaisantes, parce que quand vous avez juste le verbe qui est passé à la fin, et puis que le logiciel vous dit qu'il l'a en fait ajouté, et puis qu'il l'a supprimé ailleurs, alors que pour nous, c'est si évident qu'il l'a juste déplacé, alors on est un peu rédhibitoire, comme ça on dit ah, ça marche mal. Mais de fait, oui, ça doit marcher sur n'importe quelle langue. À ce propos, le logiciel, moi je le défends énormément parce que c'est un logiciel qui a été développé aussi par des
des linguistes, des littéraires. Et donc c'est un logiciel qui étiquette les réécritures selon 4 catégories qui sont des catégories assez classiques que la critique génétique étudie depuis toujours, c'est-à-dire une suppression qui est sur un manuscrit, une bifure qui rien ne remplace, un remplacement qui est une bifure remplacée par autre chose, un ajout qui peut se faire entre les lignes ou en marge, etc. Et un déplacement, on le sait tous, on encercle un mot et on le déplace ailleurs avec une flèche ou d'une autre manière. Donc il y a certes d'autres opérations génétiques qui pourraient, l'écriture, je veux dire, qui pourraient être prises en compte comme la condensation ou l'amplification, mais on voit bien que ces 4 catégories sont déjà d'une certaine manière du commentaire, comme dit Rudolf, parce qu'ils proviennent d'une étude et d'une tradition qui est celle de la critique génétique, qui les a déjà identifiées comme les catégories de l'écriture les plus importantes. Et bien évidemment, ce logiciel peut comparer des textes qui sont comparables. C'est-à-dire que quand on a essayé de comparer le début de la peau de chagrin, publié par Balzac dans un journal en 1930, avec le début de la peau de chagrin, première version, l'édition originale du roman, on n'a pas réussi tellement les textes étaient éloignés. En fait, c'était le même épisode narratif, mais le texte était tellement éloigné qu'on avait, le texte était couvert de rouge et de vert, etc. Et du coup, il était difficilement comparable. Donc, il y a aussi une manière quantitative, sans doute, de paramétrer la possibilité, on en a discuté, mais enfin, on n'a pas résolu l'affaire, de paramétrer le pourcentage d'identité entre 2 textes pour qu'ils soient comparables. Parce qu'au-delà d'un certain pourcentage, ça n'a plus aucun intérêt, presque. C'est-à-dire que la machine ne fonctionne de la même manière, mais le produit est plus difficilement lisible. Mais encore, moi, je n'avais pas exactement la même analyse que toi, on en avait aussi un petit peu parlé. Quand on a comparé la pré-originale de l'épisode initial de La peau de chagrin, donc la publication pré-originale de l'épisode initial de La peau de chagrin avec l'édition originale de ce même épisode, qui, au lecteur distrait, pourrait paraître relativement semblable à première lecture, tout était à peu près réécrit. Et du coup, ce qui devient intéressant, c'est les blocs communs, qui sont rares, c'est ce qui reste. Et on voyait, par exemple, alors moi je suis resté braqué là-dessus, c'est le seul souvenir que j'en ai, il y avait 2-3 ipalages qui manifestement, il y avait la lampe studieuse, ça je me rappelle, la lampe studieuse, je ne me rappelle pas des autres, qui manifestement étaient vraiment complètement natifs, ils étaient là dès le premier jet pour Balzac, ça lui a plu, il a tout réécrit, mais il a gardé l'ipalage. Bon, ça. Et du coup, dans une certaine marge de distance, quand la distance textuelle est forte, on a quand même des informations assez intéressantes. Donc c'est ce qui est commun qui devient le variant, l'inattendu. Et ça donne quand même un objet de réflexion assez intéressant. Moi j'ai toujours ce rêve, alors ça c'est un appel, moi je ne le ferai pas, mais on peut sur le même principe s'amuser ou espérer trouver l'intertexte fabulique, enfin, toutes les allusions de Gide à La Fontaine, en mettant d'un côté les fables de La Fontaine et puis de l'autre les œuvres de Gide, et puis voir apparaître la belette à la fenêtre. C'est ça. Ce serait, je ne sais pas si ça plaît, mais à mon avis, de fait, rien ne l'empêche d'aller comparer des textes qui sont très distants, si on peut utiliser cette métaphore, rien ne l'empêche. Mais on cherche autre chose. Ouais. On cherche du coup l'homologie de séquence. Exactement. C'est-à-dire on cherche le commun, qui Ouais. est, qu'on sait, extrêmement minoritaire. Alors que le comparateur sert à comparer des textes C'est ça. qui sont proches. Puis après, on pourrait s'intéresser à avoir une idée quantitative à partir de quand le commun nous intéresse. C'est vraiment commun. Parce que bon, la réitération d'un mot isolé, c'est pas très intéressant. Mais, il y a toutes sortes d'outils et d'applications. Par exemple, le nombre de phrases. Tu parlais d'amplification et de condensation. Ce n'est pas une opération génétique qu'on pourrait modéliser comme les 4 opérations fondamentales. Elle n'est pas quantitative, elle est déjà interprétative. On pourrait avoir un texte qui devient plus long lors d'une réécriture, alors qu'il ne procède pas d'amplification. Et parce qu'il aurait rajouté un épisode. Bon, je ne sais pas. Condensé par ailleurs, bon, quelque chose comme ça. Mais on pourrait travailler sur le nombre de phrases, ou bien alors sur les patrons syntaxiques récurrents. Quels sont les patrons syntaxiques ça, il faudrait étiqueter. Donc moi, je ne sais pas le faire, et personne ne s'est amusé à le faire. Je trouverais ça génial. On pourrait travailler sur une stylistique des patrons, on pourrait travailler sur des suites
étiqueter syntaxiquement, je ne sais pas moi, 1 de ces n qui, pour prendre un cas classique, et puis voir si tel type de patron syntaxique apparaît ou disparaît au cours d'une campagne de réécriture. On pourrait faire émerger comme ça des patrons préférentiels à une certaine période, etc. Voilà, ça demande un outillage et des compétences techniques que je n'ai pas. Oui, moi j'ai deux questions. La première question est peut-être subalterne, c'est qui sont vos étudiants à Lausanne? Mais peut-être que nous n'avons pas le temps. Deuxième question, Quelle heure il est? je mesure la différence de génération. Moi, ma linguistique, c'est Benveniste, Lévi-Strauss, Jacobson, Freud évidemment, et le roi Bourran. Et alors, pourquoi parlez-vous de philologie numérique? Pourquoi ne parlez-vous pas de linguistique? Parce que tout de même, quand on je me trouve benveniste avec sa linguistique générale, il y a des invariants qui traversent la préhistoire jusqu'aux classes de nos banlieues, entre guillemets, sensibles. Enfin, nous avons rendu, comment dire, difficile. C'est nous qui nous avons très difficile. Alors, quand on mesure l'écart entre ma linguistique et la vôtre, alors là, moi je vais vous dire, je me retrouve en 68 au séminaire de Grémas, où je ne comprenais rien, où je ne comprends toujours rien. Et alors, vous avez cité Pétard, mais Pétard, son avant-texte, je ne sais pas s'il a beaucoup écrit, mais il a beaucoup parlé. Il intervenait au séminaire de Grémas, mais son avant-texte, c'était sa parole. C'était justement cette dialectique phénoménale de la parole et de l'écrit. Alors là, moi, face à ça, c'est vrai que personnellement, quand j'ai faire ce travail-là, ça m'assomme, parce que ça a dû des heures et des heures et des heures de corriger nos propres textes. Mais alors, je ne vois pas comment exploiter auprès d'étudiants. Vous formez des littéraires, vous formez... J'ai essayé de refaire le parcours de votre question. Donc, philologie, sur quoi on se lance? Je ne suis pas sûr que ma linguistique soit si différente de la vôtre, en tout cas à entendre les références que vous mentionnez. Je suis assez familier de Grémas et tout à fait familier de Benveniste et un peu de Pétard. Mais je pense que le benveniste des problèmes de linguistique générale préconise de travailler non pas sur le système de la langue in abstracto, mais bien sur son appropriation par les sujets. Là, il s'agit précisément d'avoir une approche qui consiste à interroger les unités linguistiques dans leur contexte d'utilisation à une époque documentée, historique. On peut modéliser une compétence qui est celle on peut l'imaginer dans son contexte historique, donc la compétence du scripteur. Donc je ne vois pas en quoi, ça me paraît tout à fait benvenistien, et l'idée même du sens, la définition du sens de Benveniste dans l'article de 63 qui s'appelle les niveaux d'analyse linguistique, c'est précisément ça, hein. La forme d'une unité, c'est sa capacité à s'analyser en unités de rang inférieur, et son sens, c'est sa capacité d'intégrer des unités de rang supérieur et de les modifier, et de modifier le sens. Là, Excusez-moi, mais là, je ne suis plus du tout. J'ai l'impression d'entendre des masses. ah bon, bah alors c'est gentil. Mais donc mes étudiants sont des étudiants qui sont des étudiants en français. On n'a pas tout à fait la même structuration du cursus que chez vous, hein. Donc les étudiants de français font de la linguistique française. On ne peut pas faire que linguistique française, on ne peut pas faire que stylistique chez nous, quelque chose comme ça. Donc on fait langue et littérature. Ces choses-là sont réunies. Et c'est donc des étudiants qui sont le plus souvent des littéraires, mais qui ont une assez solide formation en linguistique. C'est-à-dire, pour être précis, 6 heures semestre en bachelor et 4 heures en master. Et donc, c'est des étudiants qui viennent en master, donc en 3e, 4e année, enfin, 4e, 5e année, à utiliser les outils de linguistique textuelle, qui est la linguistique qu'on développe le plus à Lausanne, qui viennent les confronter au discours littéraire.
Oui, bon alors. Et en Donc- linguistique, effectivement, ils ont ce même type de formation. Voilà, c'est vrai. Ce qui est très différent chez nous, c'est qu'ils ont. Oui, non, effectivement, c'est pas là que la différence est. Ce qui peut être différent d'une université à l'autre, quand ça dépend des universités en France. Les effectifs Ouais. modifient profondément les conditions d'enseignement. C'était une Tout parenthèse à fait. extrêmement importante. Quand on a des groupes de 60 ou 70 en TD à la Sorbonne, par exemple, faire ce type de travail très minutieux n'est pas facile. Je ne sais pas quel effectif vous avez. Alors, on peut. Alors, ouais, à partir de plus de 20 étudiants, on peut dédoubler l'enseignement. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement. Je tenais à le dire au passage. C'est très important. Non, puis pareil, non, la grosse différence, je ne sais pas avec quoi je me mélangeais les pinceaux, mais c'est que nos étudiants ont 3 disciplines. Donc, ils font par exemple philo, français, italien. Voilà, c'est ça la différence, effectivement. C'est que. Ouais. Nous ne sommes pas sur un modèle de romanistique. C'est ça. L'exception française. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.